Mbote, Otep, Djambo, Amos à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, Menenzona, Zanetia, Younumvo à vous tous. Aujourd'hui, nous allons donc continuer la séance de lecture sur Nation et Agriculture de Cheikh Anta Diop. Et nous allons continuer à parler de la falsification de l'histoire créée par la Locodéamie pour détruire le peuple noir. Je vais paraphraser une phrase de Cheikh Anta Diop. Donc, pour dominer un peuple et asseoir son hégémonie, ça c'est en paraphrasant, la Locodéamie a dû falsifier l'histoire originelle de la création de l'univers pour installer son ordre, vous aimez bien le mot, son ordre mondial, pour que tout le monde se réfère à eux et meure pour eux. La preuve, nous avons des centaines, des millions de mélanodermes qui sont morts pour le système occidental, le système caucasien, le système hybridé, le système arabe. Et donc, ça permet donc de diriger les autres dans le paradigme d'autrui, un paradigme qui ne les ressemble pas, qui est totalement éloigné de leur vision. Et c'est dans ce piège à rat totalement visible que le mélanoderme est donc tombé. Pour lutter contre cela, j'ai donc ouvert ma podcast channel. Et cette podcast channel a pour but de faire conscientiser le mélanoderme pour qu'ils commencent à réfléchir. Beaucoup de nos frères ne savent plus trop réfléchir. J'ai envie de dire, c'est pas non plus comme si c'est faux. Beaucoup préfèrent dormir et attendre que le sauveur, Locodéamie, papa, maman, Locodéamie puisse les sauver. Moi, ce n'est pas potentiellement l'objectif que je cherche. Je veux que nous finissions par réfléchir avant d'agir et que lorsque nous agissons bien avec toutes les idées, tous les éléments qu'il faut. Pour ce faire, il faut comprendre drastiquement le système locodémique type caucasien, type arabe, type hybridé. Ensemble, ces groupes ADN travaillent en commun pour la destruction imminente et réelle du peuple mélanoderme. Le mélanoderme se réfère toujours à l'Occident lorsqu'il veut évaluer ses critères de vie, lorsqu'il veut évaluer sa manière à lui de concevoir la richesse, son bonheur, etc. Il vit donc dans l'imaginaire de l'autre, ce qui fait en sorte que lorsqu'il imagine quelque chose de fluctuant, il prend une référence occidentale. La question qui est donc posée durant mes séances de lecture, c'est avant qu'on ne découvre la leucodémie ou avant que la leucodémie se crée de façon climatique, comment est-ce que le mélanoderme, lorsqu'ils étaient entre mélanodermes, vivaient? Est-ce qu'on attendait quelque chose de quelqu'un ou est-ce qu'on vivait de par nous-mêmes? C'est une problématique, c'est un questionnement que tous les mélanodermes doivent commencer à se poser parce que beaucoup ne se posent pas cette question. Et ils continuent à croire que le modèle vient d'ailleurs et c'est comme ça que nous avons des cas, des conséquences drastiques, dramatiques, tragiques de cette folie qu'on appelle le leucovirus par Ama Madama. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la suite de la lecture qu'on avait faite dernièrement, qui est très très loin. Je crois que ça fait 2-3 mois. Je ne sais pas si beaucoup partagent mes séances, donc j'ai du mal souvent à aller revoir mes séances. Mais donc, si d'autres découvrent cette chaîne, allez partager mes séances. J'ai envie de dire, si vous voulez sortir de ce lobotomisage ou de cette zombification, partagez-la. Donc, nous avons parlé de Cherubini et de Fontanès. Cherubini, qui était un enfant d'un grand compositeur, Luigi Cherubini, qui est devenu français, parce qu'à cette époque, la France, c'était un grand royaume. Et donc, son enfant est donc parti faire ses études en compagnie de Champollion le Jeune. Et lors de ses travaux, on a remarqué que Cherubini n'avait pas exactement obéi au programme que Champollion le Jeune avait demandé pour restituer avec exactitude les travaux et les observations qu'ils avaient pu tirer des fouilles des temples en Afrique nordique qu'on appelle malheureusement le Maghreb aujourd'hui. Donc, il avait très mal restitué les choses. Bon, effectivement, vous savez tous, Champollion le Jeune, lui-même, il a dû reprendre les travaux, etc., jusqu'à la fin. La mort de Champollion le Jeune a donc permis à Cherubini, fils, de pouvoir se hisser très haut et donc il est devenu un directeur des grandes écoles d'art
en Europe, en France particulièrement. Donc, chacun essayait de tirer son épingle du jeu à cette époque et donc ils allaient tous dans la falsification proprement dite de l'histoire pour asseoir leur notoriété et devenir des personnes pour leur futur et pour enfin bénéficier d'un certain confort de vie. Donc, l'égyptologie a permis à la leucodémie, notamment pour le cas du Chérubini, de pouvoir asseoir sa notoriété. Voilà. C'était également un plagiste, il avait du mal à tirer des histoires de lui-même puisqu'il a repris des histoires de Diodore de Sicile, également de Platon et autres. Il avait du mal à restituer son propre narratif ou il avait du mal à restituer l'histoire de façon objective et l'écrire ou de trouver une autre manière de l'écrire, mais de façon objective. Il a copié, il a inversé les processus et il a pu vendre son livre comme il le voulait. Pareillement avec Fontanès. Fontanès, vous avez tous compris, c'était un romancier français, historien et orientaliste, dont il était beaucoup très inspiré des peuples de l'Orient, notamment le Japon, comme beaucoup, vous savez très bien, comme Pierre Loti a vu son œuvre, Pierre Loti qui était un orientaliste, un soldat français, qui s'amusait à aller faire des trucs bizarres dans les pays œil bridé. Voilà. Et donc, Fontanès écrivait aussi des conneries que nous allons continuer à lire aujourd'hui encore pour mettre en avant l'apogée de la race aryenne parce que l'obsession de la leucodémie est malheureusement la race et c'est pour ça que l'égyptologie a été créée. Et vous le savez tous. Et donc, Fontanès a été mêlé à de terribles scandales, notamment un scandale du Panama. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Je vous renvoie à la séance que vous voyez là. Je vous avais déjà parlé de ça lors de la séance de Kienana Akufo-Addo pour vous rappeler encore. Et si vous ne partagez pas, si vous ne regardez pas, si vous ne vous remettez pas à jour, c'est compliqué de toujours revenir et expliquer ces histoires. Donc, nous avons affaire à une bande de criminels. Donc, en fait, ce sont des brigands. De toute façon, vous le savez tous, Ixos, etc. On a donc affaire à une bande de brigands qui, pour asseoir leur notoriété et leur visibilité, s'arrangeaient donc à parler des peuples qui ne les regardaient pas. Pour eux, ils appelaient ça des peuples sauvages, exotiques, sauvages, c'est la même chose. Et dans exotique qui veut dire sauvage, ce n'est pas sauvage c'est-à-dire comme ils disent les animaux sauvages, etc. C'est sauvage dans la vision où ils ne ressemblent pas à la leucodémie. Ils sont primaires, primitifs, ils sont de bas niveau. Comprenez que ce n'est pas dans une connotation positive. C'est pour ça que quand vous vous amusez avec le vocabulaire occidental, je trouve ça navrant en fait. Ça me fait pitié parce que j'ai envie de dire, ça montre à quel point nous ne partons pas très loin dans la recherche et à quel point nous nous plaisons en fait dans cette médiocrité. Donc, sauvage, exotique, qui veut dire sauvage, veut dire un être de bas niveau qui fait des trucs très dégueulasses. Et nous savons tous que nous ne sommes ni des sauvages, ni tout ce qu'ils ont raconté. Lorsqu'on connaît très bien l'histoire du peuple noir, du peuple africain, du peuple kamite, si vous préférez, on connaît très bien son histoire, on sait très bien qu'on n'a pas commencé à ce bas niveau que la leucodémie nous a donc réduit par leur narratif et par leur manière de vivre au quotidien. Et donc, beaucoup ont fini par accepter de devenir ces objets sauvages, exotiques, et en mourir par cela. Donc, nous avons affaire à ce groupe organisé, et ce groupe organisé, malheureusement, a donc profité de cette période fin du 18e siècle, presque début du 19e siècle, avec les expéditions napoléoniennes. Napoléon avait décidé d'aller en Égypte pour expandre et montrer sa suprématie. Vous connaissez très bien la folie de Napoléon. Environ, on va vous dire la période, c'est 1798-1801. C'était une période clé pour Bonaparte Napoléon d'étendre donc son pouvoir, sa sphère, et pour prouver au monde la grandeur en fait du peuple français, pour montrer la puissance de ce peuple et dit qu'ils ont toujours été là dans l'histoire depuis des siècles et des siècles, et notamment la grandeur de la race, on va le dire, c'est une vérité, de la race blanche. Donc la leucodémie veut donc prouver sa supériorité raciale au-dessus des autres.
Donc, c'était dans le but de s'emparer de l'Égypte et de contrôler toutes les routes des Indes. On a fini par comprendre que dans cette expédition napoléonienne, il n'y avait pas que le groupe français, il y avait également le groupe britannique, le groupe russe, le groupe espagnol, etc. Chacun était parti faire son expédition pour voir et recevoir les informations qu'ils avaient tous. Eux tous avaient des bibliothèques. Après l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, chacun est parti fouiller ou prendre les données qu'ils ont pu dans la bibliothèque. Ils se sont rendus compte des écrits de Diodore de Sicile, de Platon, etc. Et que donc, s'il y a ces richesses et si ce peuple est si intéressant, on va donc dominer le peuple du monde qui a toujours dominé, etc. C'est une histoire hégémonique, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire criminelle, c'est une histoire de disparition d'un peuple au profit d'un autre. Donc, à la base, cette expédition était donc militaire, mais elle n'était pas que militaire. Certes, militaire veut dire occupation militaire, comme ce que vous voyez, Takuba, tout ça, Barkhane, Seval, etc. Mais aussi, c'était aussi dans le but hégémonique de réécrire une nouvelle histoire, puisque Napoléon voulait réécrire une nouvelle histoire, l'histoire de la France comme l'histoire de la Terre. La France devait devenir le monde, un peu comme le pan-européanisme, qui devait s'expandre ou s'étendre, si vous préférez, dans l'ensemble de la planète Terre, et voire même au-delà si il s'avérait que les extraterrestres existaient ou existent, on ne sait jamais, dans le monde du visible et de l'invisible. Voilà. Donc nous allons donc continuer nos séances. Nous allons d'abord un peu remonter à cette histoire. Nous allons relire quelques passages de Fontane de Fontanès. Et nous allons également aujourd'hui savoir quel Carl Richard Lepsius, c'est-à-dire celui qui a créé l'ostéologie. Nous allons essayer de retracer un peu son histoire parce que c'est très important. Et nous allons aussi un peu comprendre qu'est-ce que veut dire la race aryenne, la race aria. On va parler très très loin. J'avais déjà fait une séance sur ça, sur l'eugénisme, mais il vaut mieux quand même reprendre des choses. Nous allons donc relire. Nous allons donc lire des passages de Fontanès. Et sur ce, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Donc, je vous invite encore à liker, à partager, etc. L'égyptologie est donc cette science qui a permis à l'Occident de pouvoir réécrire son histoire et de dire qu'en fait les pharaons étaient le coderme et que tout était le coderme, tout a toujours été le coderme. Après, non pas quand même plus longtemps trop raconte. Ce narratif a eu du mal à passer pour longtemps pour la seule et bonne raison que on a remarqué que les populations donc de cette ère n'avaient pas totalement une couleur très locodermisée. Plus tard, ils ont donc raconté que c'était des enfants en métis, mais on ne savait pas d'où venait ce métissage, on ne comprenait pas ce teint-là. Et beaucoup d'incohérences qui ont continué parce que la locodermie est négrophobe et donc elle avait du mal au fur et à mesure de pouvoir expliquer cette négrophobie en essayant du mieux que possible à raconter une histoire qui devait tenir la route, même si elle ne tient pas notamment la route, elle ne tient pas particulièrement la route. Le but, c'était de créer une histoire qui avait l'air d'être l'histoire. Et puis, de toute façon, comme ils avaient déjà pris leur puissance avec la traite esclavagiste, etc., ils ne voyaient pas trop la raison de pouvoir faire en sorte de douter, que les gens puissent se douter de leur puissance. Donc, les gens devaient juste accepter la vérité, sinon ils se faisaient exécuter, tuer, nanana. Voilà, c'est un peu comme ça, malheureusement. Donc, la pierre angulaire, comme Cheikh Anta Diop l'avait dit, qui a créé l'égyptologie, je parle de la science égyptologique, c'est pour ça que les Noirs qui se disent égyptologues, je ne suis pas trop d'accord avec, ça c'est mon avis. Peut-être qu'ils doivent raconter une autre histoire. Donc, la pierre angulaire qui a créé l'égyptologie, c'est la négrophobie, c'est la haine du noir, c'est le mépris de ce peuple très intelligent, malheureusement. Donc, il va falloir que ceux qui se disent égyptologues et qui sont mélanodermes doivent commencer à trouver un autre mot. Soit ils se disent camitologues ou camitologistes, je ne sais pas. Mais trouver un autre mot, j'ai envie de dire, soyez maintenant votre propre auteur de vos propres disciplines, de vos propres sciences et donc de notre propre compréhension de notre propre vie. C'est l'objectif. Du moins, c'est l'un des objectifs que l'on doit se poser. Là, donc, je vais ouvrir les guillemets. Nous allons donc répéter quand même la dernière phrase, la dernière partie que Cheikh Anta Diop avait citée. Le point de vue de Fontanès qui pourrait se passer de commentaires confirme une fois de plus l'impossibilité
de sortir de la réalité d'une Égypte nègre pour peu que l'on accepte de s'en tenir aux faits. C'est ainsi que Lepsius, en se bornant à des mensurations objectives, arrive à cette conclusion formelle et capitale de l'Égyptien parfait est un nigricien, c'est-à-dire de son ostéologie, est négritique. C'est pour cette raison que les ouvrages des anthropologues ne sont pas bavards de l'ostéologie égyptienne. Voilà ce qu'on s'était dit la dernière fois. Donc, on a compris que déjà, il y a eu des conventions, la convention des couleurs. La convention des couleurs, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, un groupe de locodermes assis sur une table, scientifiques, économistes, historiens, toute la clique de la recherche occidentale, locodermique, pas que caucasienne. Malheureusement, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'il n'y avait pas que les caucasiens, il y avait également les arabes et quelques souches hybridées. Je le dis parce que nous avons des sources. Et donc, dans ce conglomérat, si vous préférez, dans ce groupe, et donc, ces personnes étaient en train de réfléchir à une convention de couleur, c'est-à-dire, ils devaient trouver un protocole colorimétrique pour éviter de dire le mot mélanoderme, si vous préférez. Pour ceux qui ont du mal à écouter le mot nègre, on va dire le mot mélanoderme, ou noir, si vous préférez, mais je préfère dire, voilà. Ou on va peut-être dire africain, je ne sais pas. Bon, le mieux, c'est de dire ce qui sonne plus réel. Donc, pour éviter de dire ce mot africain, mélanoderme, noir, nègre, etc., ces personnes ont dû donc créer une convention colorimétrique pour dire exactement qui sont les habitants qui habitaient cette terre qu'on appelle Kemet à l'époque. Devenu, ce n'est pas l'Égypte, comprenez, c'est pas l'Égypte parce que Kemet c'était encore plus vaste que l'Égypte. Kemet, ça prenait presque toute cette partie du Maghreb. Donc, l'Égypte n'est qu'une partie et dans l'immensité même, elle tire beaucoup de ses sources au Soudan. Nous voyons qu'il y a beaucoup plus d'essais et de travail de pyramide, c'est-à-dire que c'est là-bas où la réflexion sur la forme géométrique de la pyramide a été beaucoup pensée. Après, elle s'est automatiquement bien effectuée sur cette terre maghrébine. Voilà. Donc, pour éviter le mot mélanoderme, le mot noir, etc., ils ont donc fait une convention de couleur, un protocole pour dire qui sont les habitants, qui sont les conventions allaient de la couleur rouge sombre, rouge, pourpre et cuivré. Donc, il y avait plusieurs types de colorimétrie pour éviter le mot mélanoderme. C'est un peu comme le mot peau rouge. Vous voyez les peaux rouges qui n'étaient pas véritablement rouges, les habitants des Amériques. Bien que les Amérindiens ne veulent pas l'accepter, même s'ils ne ressemblent plus à rien aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, les Amérindiens, comme vous voyez sur ces images, ne ressemblent plus à des Amérindiens. Quand vous les regardez, vous dites carrément qu'ils sont le coderme. C'est ça le fruit de la métissagerie et du grand remplacement que beaucoup de locodermes sont allés faire de façon sauvage et avec plaisir, puisque certains allaient violer sans retenue les habitants de cette terre. Donc, peau rouge également, c'est la même chose pour éviter de dire la véritable colorimétrie de ces habitants-là. Donc, la vie est devenue une convention de couleurs pour éviter d'arriver à dire les véritables origines génétiques de certaines personnes. C'est ça qui a permis à l'égyptologie de pouvoir se hisser très haut. Malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ont fini par accepter et absorber ces idées parce que mélanoderme, comme dans la science colorimétrique, le noir absorbe, la blancheur reflète, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est comme ça dans la science colorimétrique, la science des couleurs. C'est pour ça que le noir a l'habitude de toujours tout absorber, tout prendre sans réfléchir. Or, le moment de réfléchir, c'est vrai que réfléchir, quand on dit réfléchir, ça veut dire qu'on s'écarte. Donc, quand on dit refléter, réfléchir, on s'écarte un peu, on commence à avoir une analyse hors du commun, c'est-à-dire qui n'est pas dans l'ensemble de la communauté zombie. Et là, on y met des hypothèses et on commence véritablement à comprendre, pour comprendre et analyser la situation dans laquelle nous sommes. Mais Anodem a fini par juste absorber sans réfléchir. Et ça, c'est cela qui lui a apporté
ce coup fatal, bon, qui n'est plus trop le cas. La roue tourne, mes frères, et vous devez donc réapprendre votre culture, réapprendre tout ce qui fait de vous, vous. J'espère qu'on est tous d'accord. Donc, je vais ouvrir les guillemets pour lire les passages. Ça sera pas beaucoup, on va pas beaucoup lire aujourd'hui, puisqu'on a des choses à présenter. Donc, j'ouvre les guillemets. Fontane, fontanesse, j'ai du mal parce que, vous comprenez, fontane, fontanesse, c'est compliqué d'expliquer parce que fontanesse, sur certains livres, c'est écrit Fontane, sur d'autres, c'est écrit Fontanesse. Je pense que seuls les parents de Marius Fontanesse ou Fontane connaissent réellement comment cet enfant s'appelle, ou du moins connaissent eux-mêmes réellement le nom de leur propre famille, j'ai envie de dire. Fontanesse passe ensuite en revue la thèse selon laquelle l'Égypte aurait été civilisée par les Berbères ou Libyens venus d'Europe par l'ouest. Deux points, j'ouvre les guillemets, sur les propos de Fontanesse dans son livre Les Égyptes. S'il est démontré que la civilisation s'est faite du nord au sud de la Méditerranée à l'Éthiopie successivement, il n'en résultera pas que cette civilisation soit asiatique. Elle peut être encore africaine, mais venue de l'ouest au lieu du sud. Ce sont les Berbères ou Berbéresses de l'Afrique septentrionale qui, dans ce cas, auraient civilisé l'Égypte. Civilisé entre guillemets. Parmi les berbéresses actuels, un bon nombre ont une ostéologie essentiellement égyptienne. L'ancien berbère aurait été brun et c'est à l'influence de la race européenne à l'immigration des hommes du Nord, entre guillemets, qu'il faudrait attribuer cette description des Tamarous, des Libyens de la 19e dynastie, à la face pâle, blanche ou rousse, avec des yeux bleus. Ces blancs engagés par les pharaons comme mercenaires ont fortement métissé les Égyptiens et aussi les Libyens. Il faut donc en faire abstraction et remonter aux Libyens bruns, aux vrais berbères, pour trouver le peuple qui aurait civilisé l'Égypte primitivement. C'est un grand labeur, car les berbères africains disparaissent de plus en plus en Algérie. En Égypte, les types berbères ne se rencontrent que trop mélangés. D'après cette théorie, le berbère africain de l'ouest, le Libyen brun, aurait peuplé la vallée du Nil de nouveau. Mais presque aussitôt, peu après, une invasion d'Européens ayant métissé les Libyens et du nord de l'Afrique, ce Libyen métissé à la peau blanche et aux yeux bleus serait venu modifier l'Égyptien primitif, race indo-européenne. Aurait en lui de l'aria, page 47, page 48 de son livre Les Égyptes. Avant de lire la suite dans les propos de Cheikh Anta Diop, il faut comprendre quelque chose. Je vous ai dit que la Locodémie est obsédée par la couleur. C'est très important pour lui, pour la Locodémie, de pouvoir se référer à quelque chose qui les ressemble. Quelque chose qui ne les ressemble pas ne les permettra pas de pouvoir s'identifier à leurs propres origines. Je vous rappelle qu'on était à une époque de la fin du 18e, début 19e siècle, où la Locodémie devait impérativement trouver une histoire. Sans cette histoire, elle serait morte. Sans cette histoire, elle serait morte. Et donc, s'il fallait raconter du bobard, des bobards et tout ce qui en est possible, on verra aussi la suite d'autres égyptologues qui continuent sa même lignée. Sans ces bobards, personne n'aurait le temps à la Locodémie occidentale aujourd'hui. Personne n'aurait le temps de ces personnes aujourd'hui. Vous-même, vous pouvez imaginer que nous sommes dans un monde où tout le monde essaie d'être visible, tout le monde essaie d'être regardé, observé. Les gens cherchent une célébrité, une attention. C'est de la recherche de l'attention. Et la Locodémie veut être observée, regardée, aimée. Et ce qui donne encore la force à ces gens aujourd'hui, c'est parce que les Noirs sont endormis et vivent dans les rêves. Et parce que certains qui suivent ma chaîne ne la partagent pas à leurs frères. Beaucoup diront que vous êtes radicaux ou extrémistes, je ne sais pas ce que les gens inventent. Mais ici, nous sommes dans la réalité, dans l'objectivité et la vérité, en fait. La vérité, c'est que vous êtes tous obnubilés par la blancheur. Et qui vous a appris ça? C'est la Locodémie qui vous a appris à être obnubilé par cette recherche incompréhensible de la leucodémite, en fait.
Et donc, vous essayez de ne pas vous renseigner sur vous-même pour éviter d'être vu comme quelqu'un qui déteste autrui. Ici, je vous ai dit, on ne déteste pas le Codem, on n'est pas là pour les détester. De toute façon, c'est eux-mêmes qui se détestent déjà eux-mêmes, puisque c'est eux-mêmes qui font les guerres entre eux-mêmes. La preuve, toute la ribambelle historique qu'on a dans le Codem jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un jour, une année ou même une seconde sans qu'il n'y ait de guerre, de mort. Maintenant, pour renverser la situation, ils ont dit que c'est nous, les tribalistes, je sais même pas, les xénophobes, les trucs bizarres, les sauvages, vous connaissez tous l'histoire. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un conflit tribaliste. Tribaliste avec ce contexte ukrainien-russien qui n'est qu'en fait, pour dire la véritable guerre, c'est l'Occident contre l'Est. L'Est va plus se transformer à l'Europe de l'Est, puisque l'Est va officiellement devenir totalement l'Asie en fait. Donc ça veut dire que ça sera un combat strictement de l'ocoderme, donc le coderme hybridé, le coderme caucasien, le coderme arabe contre leurs frères caucasiens de l'Ouest. Les dommages collatéraux de ce conflit ukrainien-russien sont effectivement les mélanodermes totalement lobotomisés qui comprennent rien à cette situation en fait. Rien de rien. Et c'est pour ça qu'il est important de reconstituer le contexte pour que le mélanoderme ne se perde pas. Fontanès a beaucoup parlé de métissage, mais aussi de berbères, de berbéresse. Or, rappelons-nous, avant que je lise la suite, Cheikh Anta Diop a dit que le Nil, pour ceux qui se rappellent de ma science sur les problèmes de l'art africain, Cheikh Anta Diop a dit que le Nil n'a jamais été à la base d'aucune civilisation sur cette terre, donc d'aucune origine de la création qu'on appelle humaine. Aucune. Et nous avons les écrits de Diodore de Sicile, de Platon, etc., qui eux-mêmes remontent et racontent cette histoire de très loin, qu'ils ont rencontré les Éthiopiens et qu'ils avaient une peau extrêmement sombre. Donc, la noirceur était-elle une noirceur difficile à décrire? Peut-être même que je dirais que c'est la couleur de l'espace. Je ne parle pas de la couleur quand le ciel est bleu. Je parle de la couleur de l'espace, du vrai espace lorsqu'on sort de la planète Terre. Et les Éthiopiens ont expliqué à Diodore de Sicile qu'il n'y avait rien encore sur cette terre. C'était des terres inondées. Et que c'est eux qui sont venus peupler cette terre et créer une architecture, une urbanité sur cette terre-là, ou sur cette terre qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb. Ce sont des textes qui le prouvent. Et il y a même des textes très anciens, c'est-à-dire d'eux-mêmes, en Médounétière, de ces personnes qui le décrivent. Ce n'est pas comme si, lorsqu'ils sont partis faire les expéditions, ils n'ont pas vu ces textes. Ils les ont vus. Mais maintenant, comme il faut créer le narratif, il faut qu'ils inventent du n'importe quoi. Je vous rappelle que Fontanès, c'était un corrompu, mes frères. Avant que vous commenciez à tourner en rond. Ce monsieur, il a été noyé dans des affaires de corruption du Panama. Cette histoire du Panama, c'est la preuve que ce monsieur n'était pas très juste et normal. Lui, avec beaucoup de politiciens de sa sphère française, ils ont été baignés dans une affaire de corruption de haut niveau. Le canal du Panama aux États-Unis d'Amérique. Ce monsieur, pour subventionner ses petites pertes, écrivait des histoires à dormir debout. Et pour pallier son problème d'argent, quoi de mieux que d'écrire une histoire imaginaire sur un peuple qui ne connaît pas. À cette époque-là, je vous le dis, à cette époque des expéditions napoléoniennes, donc égyptiennes, il était très important pour l'Occident, chacun de sortir de créer une histoire. Cherubini, il a inventé son histoire pour pouvoir devenir professeur de je ne sais pas quoi et directeur de je ne sais pas quoi. Champollion le Vieux, il a dû, par jalousie, parce qu'il détestait Volney,
Il a dû raconter son histoire aussi pour pouvoir être maintenant lu et être aimé du grand public. Pareil pour Fontanès. Il devait aussi écrire cette histoire imaginaire pour aussi être vu et aimé et pouvoir aussi payer ses dettes qu'il a eues par rapport à ce scandale de corruption. Il a mis que 5 ans. 5 ans, mes frères. Vous voyez à quel point ils allègent les peines pour leurs criminels. Or, on était déjà dans ces époques du 19e siècle. Encore début du 19e siècle. Donc, voilà un peu la qualité d'égyptologues qui sont venus raconter l'histoire du peuple noir à notre place. Et donc, Cheikh Anta Diop, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cette histoire de Fontanès? 2 points, j'ouvre les guillemets. Cette thèse est le chef-d'œuvre des explications procédant de la pure imagination, c'est-à-dire qu'elle ne repose que sur l'affectivité, c'est-à-dire c'est sur l'émotionnel. Il n'y a rien de réel sur ça. Pourquoi? Je dois vous rappeler à vous tous ici, et c'est même pas un mensonge, que nous avons des preuves de la génétique du mélanoderme, c'est-à-dire c'est bien plus de 171 phénotypes. Nous avons des mélanodermes noirs, très très noirs, cheveux noirs, yeux noirs, tout noir de A à Z, bon, les dents quand même, voilà. Nous avons des mélanodermes toujours très très noirs avec des cheveux roux. Nous avons des mélanodermes toujours très très noirs avec des cheveux blonds. Nous avons toujours naturel, je dis bien naturel. Nous avons toujours des mélanodermes très très noirs, cheveux blonds, roux, tout ça, yeux bleus, yeux verts, yeux noisetés, tout ce que vous voulez en fait, yeux gris. Il y en a de tout et de je ne sais pas quoi. Maintenant, nous avons aussi des mélanodermes au teint marron, toujours cette même caractéristique. Nous avons des mélanodermes toujours jusqu'au teint le plus clair. Donc, tout ce qu'il raconte là, malheureusement, c'est de la pure imagination. Nous avons même des papas, mamans mélanodermes qui donnent naissance à des enfants qui ressemblent à la leucodermie sans toutefois être des albinos. Ces enfants ne sont pas albinos, ils ressemblent typiquement à la leucodermie. Ils sont issus de 2 parents mélanodermes et ces 2 parents mélanodermes n'ont eu dans aucun moment de leur vie un métissage ou un quelconque mélange. Et c'est prouvé. Donc, qu'est-ce qu'il raconte Fontanès? Qu'est-ce qu'il raconte? Là, Fontanès voulait juste vendre ses livres. Vendre ses livres. Vous connaissez tous l'histoire du Shangri-La, ce monde imaginaire chinois, etc. Donc, c'est un peu ce type de personne avec ce type d'idée, avec ce type d'invention dans la tête. Le Shangri-La, ça n'a pas réellement existé, mais ils font partie de ce type de narratif que la leucodermie a inventé, le monde parfait quelque part en Chine où les rêves s'exaucent. C'est notamment en fait le monde de l'opium, parce que c'était beaucoup affilié à l'opium, et l'opium c'est cette drogue-là qui a détruit potentiellement, particulièrement l'univers asiatique. On continue la lecture. Il dit, je ne l'ai cité que pour son ingéniosité et son but arrivé à tout prix à démontrer que les Égyptiens avaient une manière ou d'une autre quelque chose de l'aria. Aria, le mot auquel il fallait y arriver. Avant de définir ce que c'est que le mot aria, Fontanès ici a parlé de l'ostéologie, dont il avait très très mal argumenté. Je dois quand même un peu vous rappeler ce que c'est que l'ostéologie et aussi qui était donc Carl Richard Lepsius, pour vous montrer à quel point le manque de recherche de Fontanès lui a été fatal. Bon, ça lui a peut-être permis de gagner un peu d'argent, mais ça lui a été fatal. Donc, l'ostéologie, pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente séance, c'est dommage que vous n'allez pas souvent voir mes séances. C'est donc la science qui étudie la structure des os et plus généralement le squelette humain, animal, et etc. Donc, il s'agit de la sous-discipline de l'anatomie, de l'archéologie et de l'anthropologie. Lorsqu'elle traite du biologique chez l'humain en particulier, l'ostéologie implique une observation précise de la structure des éléments osseux des dents également, mais aussi une étude détaillée de la morphologie osseuse, des affections, des pathologies affectant les os à une échelle macroscopique comme microscopique. L'ostéologie peut être utilisée dans le cadre de l'identification des restes osseux, souvent humains,
afin de déterminer l'âge, parce qu'on peut déterminer l'âge à travers les os, vous le savez très bien. Le sexe, le bassin d'une femme n'est pas comme le bassin d'un homme, on le voit très bien au niveau des os. Et le stade de développement d'un individu et sa croissance, on voit très bien quelle est la différence osseuse d'un enfant, d'un adulte, d'un vieillard. Et tout en le replaçant éventuellement dans son contexte bioculturel, biohistorique également. Donc, on se rend compte que dans les recherches de Karl Lepsius, il a donc observé et remarqué que toute cette constitution osseuse était typiquement celle des Africains. En comparant les os d'un Africain du Sud et ces restes des momies, etc., ou des morts, des cadavres qu'on a pu observer, voilà, on a donc remarqué que c'était la même chose. Et donc, Karl Lepsius en a conclu qu'il n'y a pas de doute, avec toutes les recherches nécessaires, que c'était effectivement des mélanodermes. Malheureusement, on se rend aussi compte que Fontanes, comme ce n'était pas clairement son problème, parce que si c'était son problème, il en aurait parlé, il n'a donc pas fait ses recherches, il n'a donc pas fait ses études-là, et donc il en a tiré sa conclusion, etc. Ce qui montre à quel point ces égyptologues, ça n'a pas changé, mes frères, c'est toujours pareil aujourd'hui, ces égyptologues, ils ne sont pas sérieux dans leur travail objectif lorsque, effectivement, il faut dire la vérité. C'est pas si différent des journalistes, voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, nous sommes arrivés à un niveau aussi pathétique et pitoyable de la science égyptologique. Mais tout ceci, c'est dans un but, effectivement, comme on dit, c'est pour leur intérêt. Si pour leur intérêt, ils sont prêts à détruire une histoire, un peuple, ils vont le faire. La preuve, ils n'ont aucune gêne à faire des génocides. Cela nous amène donc maintenant à nous poser la question qu'est Karl Richard Lepsius avant de vous expliquer ce que c'est que la race aryenne, là où veut nous amener Fontanes. Karl Richard Lepsius, il est né le 23 décembre 1810 à Neubourg, Saale en Saxe, et il est mort le 10 juillet 1884 à Berlin. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien de cette date, 1884, mais bon, on va pas en parler pour aujourd'hui. Souvent appelé Richard Lepsius, c'est un égyptologue, philologue et archéologue allemand. Karl Richard Lepsius est le fils de Karl Peter Lepsius, un administrateur d'arrondissement de Neubourg, et sa femme, dont sa mère s'appelait Friederike, fille du compositeur Karl Ludwig Trotgodt Glauser. Lepsius étudie les antiquités grecques et romaines à l'université de Leipzig, à l'université également de Göttingen et à l'université de Berlin. Il soutient une thèse de doctorat intitulée De Stabilis Eugubinus en 1833. Ensuite, il part à Paris où il suit les cours de Jean-Antoine Le Trône, qui est un philologue helléniste, épigraphiste et archéologue français. Donc, il était de la pensée comme les fontanestes, de la vision hellénistique aryenne, si vous préférez, ces trucs-là. Et un des premiers élèves de Jean-François Champollion. Donc, il était l'un des premiers élèves de Jean-François Champollion. Karl Lepsius est né au même jour qu'est né Jean-François Champollion. Ça, c'est quand même la chose la plus bizarroïde, qui n'est pas si bizarre, mais qui est possible sur cette vie. Donc, pour rappeler, pour vous expliquer le lien, Jean-François Champollion, il est né le 23 décembre 1790 à Figeac. Peut-être ce n'est pas un hasard qui a fait en sorte qu'ils puissent se rencontrer tous les deux et que ce n'est pas un hasard qu'ils ont été tous les deux des gens assez objectifs, plus ou moins. Vous allez comprendre pourquoi je dis plus ou moins, parce que ça n'a pas toujours été le cas, puisque Jean-François Champollion a obéi à la convention de couleur. Il est aussi mythomanisé comme Volney. Même Karl Lepsius a aussi raconté son histoire. Mais il a quand même essayé de receler du mieux que possible la vérité, même si elle était dure à voir, dure à entendre, dure à regarder, dure à accepter. C'est par moments très compliqué, mais c'est la vie. Donc, Karl Lepsius est né le 23 décembre et Jean-François Champollion également né le 23 décembre. Et donc, il fut un des premiers élèves de Jean-François Champollion. Peut-être qu'il a voulu trouver ce type dont il sentait un lien. Et donc, il a pris connaissance des écrits de Jean-François Champollion
et s'initie au déchiffrement des hiéroglyphes dont des Médounitières. Les hiéroglyphes, pour le rappeler, c'est l'écriture ancienne, c'est l'écriture réelle des Kamites, des Égyptiens. Bon, on dit Égyptiens anciens, mais bon, je dirais Kamites, voilà. C'est un caractère, sont des écritures très figuratives, limite, ce sont des dessins. Et ça décrivait effectivement l'ensemble des phénomènes observables sur la Terre, avec un codage particulier. Et donc, il fallait être initié pour déchiffrer ces écritures pas très faciles à déchiffrer. Et effectivement, c'était retranscrit par des scribes et ainsi de suite. Pour ceux qui suivent la chaîne de John Barrick-Bock, vous pouvez très bien comprendre ce que c'est que les Médounitières. Vous comprenez très bien le pourquoi, le comment du fonctionnement, l'historique des écritures anciennes africaines. Bah, effectivement, pour ceux qui suivent cette chaîne-là ou ces chaînes ou ce type de chaîne, je pense que vous êtes déjà assez très aguerris sur ce que c'est que un Médounitière. Donc, après le décès de Champollion, Lepsius étudie de manière systématique, donc systématique, régulière, avec rigueur, la grammaire égyptienne, c'est-à-dire les Médounitières. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lepsius n'a pas voulu reprendre la vision des travaux qu'avait fait Cherubini, parce que Cherubini a travaillé avec Champollion le Jeune, mais Cherubini n'avait pas très bien repris ses travaux, et donc parce que aussi Lepsius n'était pas sûrement très OK avec la manière dont Cherubini a refait les travaux, il a dû lui-même partir en expédition pour s'assurer de l'authenticité et de la pureté des travaux de celui qu'il assignait comme un peu son mentor, son maître spirituel, c'est-à-dire Champollion le Jeune. Vous allez trouver ça bizarre qu'il ne fasse pas confiance à quelqu'un qui a travaillé avec Champollion. C'est bizarre, mais c'est comme ça en fait. Pour ceux qui connaissent très bien la vie, comment l'hypodermie travaille entre eux, je pense que vous pourrez aussi comprendre pourquoi ils n'ont pas souvent confiance entre eux-mêmes. Donc, après la mort de Champollion et après avoir écrit son histoire, en 1836, Lepsius donc fait un voyage à Toscane pour rencontrer et suivre les cours de Ippolito Rosellini. Ippolito Rosellini, qui lui aussi c'était un égyptologue italien du 19e siècle. Donc, il avait rédigé une expédition conjointe en Égypte avec Champollion de 1828 à 1929. Donc, au lieu d'aller prendre les écrits et les travaux de Cherubini qui avait travaillé avec Champollion, il a plutôt préféré partir prendre les écrits de Ippolito Rosellini, dont il avait un peu plus confiance que par rapport à Cherubini. Pourtant, Cherubini, je dois le rappeler, Cherubini c'est un Italien également, bien qu'il ait pris la nationalité française. Donc, c'est assez bizarre qu'il préfère, au lieu de demander à Cherubini, il préfère voyager en Toscane, loin en Italie, pour aller demander les travaux de Ippolito Rosellini. Le manque de confiance dans leur groupe est quand même assez interrogé. Donc, dans une série de lettres à Rosellini, et donc, Lepsius développe l'explication de Champollion des Médounitières et affirme, contrairement à Champollion, que les voyelles ne sont pas écrites. Pour lui, les voyelles dans les lettres médounitières, qu'ils appellent hiéroglyphes, ne sont pas écrites, ça a vérifié. Donc, je vous renvoie sur les vidéos de John Barrick-Bock qui explique au mieux les caractères médounitières. Donc, il est secrétaire plus tard à l'Institut archéologique allemand de Rome et il étudie les langues ombriennes et osques. Les langues ombriennes, c'est-à-dire c'est une langue morte, plus personne ne la parle aujourd'hui, de la péninsule italique appartenant au groupe des langues sabéliques parlées autrefois par les Ombriens. Elle est très proche de l'osque. Et l'osque également, qui est une langue, du moins ce que les Européens parlent plus, appartient au groupe sabélique des langues italiques. Elle-même rattachée à la grande famille des langues indo-européennes dont on va bientôt en parler. C'est une langue cousine du latin avec lequel elle partage une structure grammaticale connue. Donc, on voit le rapprochement avec les idées bizarres de Fontane-Fontanès, toujours à cette idée de l'indo-européen.
Et donc, il présente les restes dans son livre Inscriptiones Umbricati et Oscae. Donc, je vous envoie à lire, si vous voulez découvrir ce livre, en fait, son manuscrit, en 1841. C'est en 42 que paraît l'édition de Lessus du livre des morts des anciens Égyptiens. Dans le livre des morts, vous savez tous, c'est-à-dire c'est la vision de la mort, la leucodémie, et c'est de là qu'ils ont tiré un panel religionnaire que vous connaissez aujourd'hui. Donc, il paraît que ça a pour véritable titre, à l'époque de l'Égypte antique, le livre pour sortir au jour. Le jour en question est celui des vivants, donc en fait c'est le livre de la vie, c'est-à-dire le passage de la mort, donc de la période de la terre à une autre période, à un autre univers, à une autre vie, c'est-à-dire on quitte cette vie de la terre matérielle à une autre vie. Ça s'appelle pas le livre des morts, mais la leucodémie, comme ils aiment la mort, l'obscurité, les ténèbres, vous pouvez comprendre que l'obscurité, les ténèbres, ça fait partie de leur optique de vie. Donc, ils ont inversé la vie en mettant la mort parce que ça les rapproche plus de leur vision de l'univers. Et donc, ils mettent en question celui des vivants, mais aussi de tout principe lumineux s'opposant aux ténèbres, à l'oubli, à l'anéantissement et à la mort. Bref, ce n'est pas totalement la manière dont ils décrivent qui est réel. Ce sont des épreuves de la vie, c'est des épreuves que le mort lui-même doit affronter pour atteindre un autre univers. C'est pas une histoire de mourir au jugement. On te juge par rapport à tout l'ensemble de ta propre vie, à tout ce que tu as fait dans ta vie. Et l'être humain, également derrière ce processus, doit se questionner sur la manière dont lui-même il a vécu sa propre vie. Comment chacun d'entre nous avons vécu nos vies. Est-ce que nous avons menti? Est-ce que nous avons volé? Est-ce que nous avons fait ci? Est-ce qu'on a fait ça? Le regret est déjà impossible à cette période, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez plus rattraper ce que vous avez pu et ce que vous aurez pu rattraper de votre vivant. Mais ce sont des questionnements nécessaires et après il y aura un jugement, etc. Et donc, en 1842, toujours à la même époque, il est chargé de faire une expédition recommandée par Alexander von Humboldt. Pour ceux qui ont suivi ma séance sur Darwin, je vous réinvite à aller suivre les séances sur Darwin. Si vous êtes paresseux, vous n'allez pas la suivre. Si vous n'êtes pas paresseux, vous allez peut-être la suivre. Donc, ça dépend de votre volonté mentale. Donc, je vous avais déjà parlé de qui est Alexander von Humboldt, qui est un père spirituel aussi de Darwin. Donc, je vous invite à les revoir. Et de Christian Karl Joas von Bunsen, qui était un écrivain, savant et diplomate prussien du 19e siècle. Donc, c'est sur la recommandation de ces personnes, et notamment par la direction du roi Frédéric Guillaume IV de l'Allemagne, de la direction d'une expédition en Égypte qui dura de 1842 à 1845. Donc, pour ceux qui ont bien compris, je vous avais dit que sur ces expéditions en Égypte, il y avait plusieurs groupes, le groupe français, le groupe allemand, le groupe britannique, le groupe italien, le groupe espagnol, le groupe machin, le groupe même saoudien. Il y avait tout et n'importe quel groupe parce que chacun, c'était la lutte, c'était la bagarre à l'information, c'était la bagarre à la trouvaille scientifique qui allait permettre enfin d'être les plus grands savants de l'univers et même de déchiffrer soi-disant le plus grand mystère de l'univers qui n'a jamais été bien décrit et au contraire, on voit très bien l'échec que ça a été de nos jours. Parce que toutes les théories mensongères, vous le voyez même à Arte, ceux qui voient Arte, moi je vois pas Arte, mais j'en ai guetté quelques extraits, on écoute le mensonge à peine voilé de la leucodémie sur les véritables habitants de Kemet. Mais ils ne pourront plus mentir à long terme. Je préfère même qu'on ait de plus en plus de gamitologues qui travaillent sur ce processus. S'ils ont besoin d'architectes, je suis là, je travaillerai avec eux. Donc, il a la liste de recommandations de grands chercheurs et avec appui de la direction du roi d'Allemagne en Égypte de 42 en 43, donc pendant 3 ans. Et il choisit ses collaborateurs avec soin et les frères, donc, qui sont les frères Ernst et Max Weidenbach, dessinateurs. Le deuxième a été formé par Lepsius, expressément dans le relevé d'inscription
des hiéroglyphes dans des médonnétières, puis de Joseph Bonomi, dit le jeune, c'est un sculpteur, artiste, égyptologue et conservateur de musées britannique, l'architecte George Gustav Erbkamp, c'est pas facile de lire l'allemand, pour la saisie des données architecturales et topographiques, et les peintres Friedrich Otto Georgi et Johann Jakob Frey pour la création de vues d'ensemble. Donc, il s'est entouré d'une équipe d'ingénieurs, de dessinateurs hors pair, experts, lui-même l'a dit experts, et d'autres recommandés expressément par ses soins. D'autres ont été formés par ses soins parce que Karl Lepsius voulait absolument retracer trait pour trait la réalité, la vérité de cette histoire de Kemet. Parce que avec tous les écrits faussés, et parce qu'il n'avait qu'en majorité, il faut comprendre qu'à cette époque, parce que Napoléon est parti un peu vite, donc les premiers écrits de ces ensembles de textes ont été notamment retracés par les Éphériens, et donc effectivement, il devait aussi donner sa touche allemande qui était un peu assez en retard. Et donc l'Allemagne, contrairement à la Éphérinisance, ils ont donc fait un appui et ils ont fait des recherches extrêmement poussées. Ils ne sont pas allés dans le fait de tergiverser, ils ont tout fait pour retracer trait pour trait les données avec une objectivité, une précision immense. C'est pour ça que chez Cantajob précise bien la rigueur et le travail profond de Karl Lepsius dans ses fouilles, et recommande aussi l'analyse profonde de la vision ostéologique qu'il a lancée notamment dans l'observation de ces os, de ces restes humains, des os, si vous préférez, de ces habitants de Kemet, qui ont relayé ou montré avec une analyse comparative des habitants du Sud la similarité, pour ne pas dire le lien réel, avec ces habitants du Sud de Kamakatiopa. Lepsius commence par une étude du champ des pyramides de Gizeh. Lepsius reste donc longtemps, donc il reste pendant 2 mois à observer l'architecture de Gizeh, le fonctionnement de cette architecture, le questionnement de cette forme géométrique, pourquoi cette forme géométrique, etc. Et il découvre plus de 130 tombes privées dont il relève les bas-reliefs. Les bas-reliefs, pour ceux qui ne comprennent pas trop le langage artistique, donc, c'est un type de sculpture ou de modélage pouvant être peint, donc c'est en légère saillie, ça sort très légèrement, c'est pas comme les hauts reliefs, c'est des bas reliefs, ça reste quand même proche de la base, comparé aux hauts reliefs qui donnent l'impression d'un détachement, c'est pas totalement le cas. Je le sais parce que j'ai fait des études artistiques, et donc en porte 67, papyri, ça veut dire papyrus. Donc, il allait fouiller la tombe de nos ancêtres comme tous les leucodermes, ils fouillent les tombes des autres sans questionnement. Et après, donc, ils ont dressé une liste des pyramides qui existent, notamment des pyramides qu'ils ont pu observer. Et après, il est connu que donc, Lepsius a fêté au sommet de la pyramide de Khéops l'anniversaire du roi de Frédéric IV, qu'il a laissé une inscription hiéroglyphe à la gloire du souverain est encore visible. Donc voilà, comme tous les leucodermes, que dire, vraiment c'est pitoyable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, ils sont partis faire des fouilles, je suis sûre que les Français ont même fait pire. Il est parti fêter la fête de son roi, voilà. Et à la fin, il écrit en médonnétière le nom de son roi sur la pyramide de nos ancêtres. Voilà, la pyramide de nos ancêtres. Il écrit le nom de son roi. Voilà. Bon, les Noirs, moi, j'ai envie de vous dire, déjà, le manque de respect est clair. Vous le voyez aujourd'hui, moi, je ne sais pas ce qui nous étonne encore. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir commencer à riposter, en fait. Parce qu'il faut riposter, mais avec intelligence. Parce que là, le mépris est total. On n'a jamais méprisé les ancêtres, les trucs des leucodermes, mais eux, c'est-à-dire la profondeur du mépris qu'il y a vis-à-vis de nos ancêtres est du haut niveau. J'ai envie de dire, c'est du haut niveau. La seule chose positive qu'on pourrait dire sur Karl Lepsius, c'est le fait effectivement qu'il ait pu retracer avec rigueur
l'ensemble des détails qui ont permis de prouver que, effectivement, les premiers habitants de Kemet étaient donc des mélanodermes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on découvre aussi qu'il a pu découvrir le labyrinthe, parce qu'il y a un labyrinthe dont décrivait Hérodote et Strabon, proche de la pyramide de Amenemhat III et Awara. Et donc, ensuite, après, il repart à Thébès et il repart sur les traces de Champollion pour être sûr des données qu'il a pu retracer. Et parce que, comme je dis bien, il n'avait pas confiance, il n'avait pas du tout confiance aux travaux de Cherubini. Et ce qui est donc très intéressant avant de nous arrêter, vous dire de continuer vos travaux, c'est que il est descendu jusqu'en Nubie et c'est là-bas qu'il a trouvé donc les proto-pyramides dans ses essais avant de devenir des objets à échelle plus grande. En Nubie, c'est-à-dire qu'on appelle l'ancienne Éthiopie, moi je fais plutôt le lien Éthiopie-Soudan, en passant par la Nubie à Abou Simbel. Après, il trouve les traces donc de la civilisation d'origine africaine, ancêtre de l'Égypte des pharaons. Donc c'est en descendant, je ne sais pas si c'est en montant, si c'est en descendant, puisque d'un point de vue cardinalistique, locodermique, on ne sait pas réellement si l'Afrique, ça se voit par le bas, par le haut. Bon, on va plutôt se référencier d'un point de vue cardinalistique locodermique. Donc, en allant jusqu'au Soudan, genre Éthiopie et tout ça, c'est là-bas qu'il a vu donc la base de cette civilisation qu'ils appellent civilisation, mais qui s'appelle le peuple noir. Et c'est là qu'il a compris, en analysant et en comparant, comme j'ai dit, les données humains, etc., et artistiques, et de toutes les productions artefactériennes du peuple mélanoderme, qu'il a compris qu'en fait, les peuples de Kemet, qu'on appelle Maghreb aujourd'hui, sont en fait des mélanodermes. Et donc, ça a ruiné tout cet ensemble des protocoles colorimétriques, c'est-à-dire cette convention de couleurs. Et donc, ça établit cette vérité. Arte, qui est pourtant une chaîne allemande, je crois, oui, elle est allemande, ne retrace pas ça parce que ça fait pas partie du narratif. C'est comme la guerre ukraino-russienne qui va dire la vérité. Ça, c'est leur histoire. Et donc, ça montre très bien la falsification putride de cette histoire du mélanoderme. Et malheureusement, ça montre l'objectif des ténèbres des locodermes, qui est de détruire le peuple africain et donc de continuer à faire en sorte que l'Africain se voit comme un baquetel humilié, et etc. Donc, on va pas se mentir que les travaux de Lepsius ont été d'une grande ampleur pour ramener la lumière sur l'histoire du peuple africain, le peuple noir si vous préférez. Et donc après, je vous renvoie donc à aller faire les études sur ce monsieur, à aller analyser un peu sa petite vie. Voilà. Il a fait pas mal de fouilles assez très intéressantes. Donc voilà. Je pense que je vais peut-être couper cette partie de la vidéo et je vais faire une mini partie comme ça, ça sera peut-être bien plus intéressant. Donc nous allons venir là où est le véritable problème de Fontane-Fontanès. Fontane-Fontanès qui est omnibulé par la couleur. Mais avant, nous allons d'abord lire cette partie et nous allons finir par là. J'ouvre les guillemets. Je l'ai cité aussi parce que, donc, il a cité Fontanès, pourquoi? Je l'ai aussi cité parce que, contrairement aux thèses précédentes, elle est explicite. Elle est le fruit des spéculations gratuites de spécialistes intimement convaincus que tout ce qui existe de valable ne peut provenir que de leur race et que, en cherchant bien, on doit inéluctablement arriver à le prouver. Aussi, une explication n'est-elle pas achevée que lorsque elle atteint le but? Dès lors, peu importe que la démonstration ne soit étayée par des faits, elle se suffit à elle-même. Son critère valable se confond avec son but. Donc, pourquoi est-ce qu'il a montré, il a voulu nous montrer ce passage de Fontane-Fontanès, pourtant on pouvait se passer de commentaires comme Cheikh Anta Diop l'avait dit. C'est tout simple. C'est parce que il voulait nous montrer quel était le réel but des fouilles de Fontane-Fontanès. Pourquoi Fontane-Fontanès est donc parti faire ces fouilles en Égypte? Pourquoi est-ce qu'il est parti faire ces travaux d'expédition en Égypte? Donc, il voulait nous montrer que ces gens, en fait, sont omnibulés par la race. Donc, ce sont des racistes, si vous préférez le mot. Ils sont tellement omnibulés par le fait qu'eux-mêmes soient à l'origine de la chose qu'ils
il devait sortir cette histoire de la race aryenne, la race indo-européenne, et ainsi de suite. On demande à des égyptologues, qui se disent égyptologues, dont des scientifiques, de ressortir, de retracer une histoire avec objectivité. On ne vous demande pas votre vie, on ne veut pas savoir si vous étiez le coderme chinois, hindou, camerounais et tout. On vous demande de retracer l'histoire objective d'un peuple qui a existé et de nous dire exactement comment est-ce qu'ils étaient avec toute pragmaticité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de Fontanes. Je le dis toujours, il ne voulait pas, c'était pas son problème. Son problème, c'était raconter une histoire, une vie pour mieux se faire vendre. Parce que la manière dont il racontait, c'était comme dans les romans, c'était comme dans les histoires imaginaires, les histoires fantastiques, un peu Harry Potter, tous ces trucs bizarres, ces êtres imaginaires qui font des voyages qui n'ont pas de sens. Même Cheikh Anta Diop s'était posé la question, pourquoi ces peuples qui vivaient, entre guillemets, dans le nord, sont bizarrement partis dans les terres glaciaires, après sont revenus. Quelle était donc la logique? Parce que ce n'était pas logique. Comment vous quittez des terres que vous trouvez paisibles et après vous partez dans les terres froides, vous faites je ne sais pas combien de milliers d'années là-bas et vous revenez et après, je ne sais pas, vous devenez, je ne sais pas quelle couleur bizarre. Donc, il s'est interrogé et il a trouvé que tout ça n'avait donc aucun sens. Mais parce que parce que Fontanes voulait justement prouver la thèse des eugénistes, en fait. Cette thèse eugénistique qui prouve que l'homme caucasien est à la base de tout. C'est tout, en fait. Pour comprendre cette histoire, c'est tout. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'être arien? Ce terme tire ses origines des chercheurs européens du 19e siècle, qui utilisent le terme arien pour identifier les peuples indo-européens ou indo-germaniques qui se sont installés en Inde, en Perse, en Iran et en Europe des milliers d'années plus tôt. La classification désigne à l'origine les similitudes entre la plupart des langues européennes ainsi que le sanskrit et le persan farsi dans le même temps. Les chercheurs européens identifient également les juifs et les arabes comme les sémites pour décrire ce qui rapproche l'hébreu. Là, il y a déjà un problème. Pour ceux qui ont suivi, effectivement, ceux qui ont peut-être même lu les livres de Chancellor Williams ou ceux qui ont lu First Welsing, ceux qui ont lu également John Henry Clarke, je me demande si vous avez remarqué quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué un petit problème? Je vais relire cette phrase pour que vous compreniez la chose. Dans le même temps, les chercheurs européens identifient également les Juifs et les Arabes comme les Sémites pour décrire ceux qui rapprochent l'hébreu. Ceux qui ont suivi John Henry Clarke en particulier, ceux qui ont plutôt vu cette vidéo, qui sont les Juifs, pourraient peut-être facilement comprendre qui différencie Juifs et Arabes. Or, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ils penseront que Arabes et Juifs, c'est la même chose. Les Hébreux sont Arabes. Parce qu'il faut comprendre une vérité. Arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous ceux qui viennent des péninsules persiques, etc. Par exemple, les Israéliens et les Palestiniens, par exemple. Les Israéliens et les Palestiniens, certes, ils vivent sur la même terre, etc. Mais lorsqu'on les regarde, on enlève leurs vêtements de juifs, leurs vêtements de hébreux, leurs vêtements de arabes, de musulmans, pardon. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une manipulation. Et c'est cette manipulation qui nous empêche à nous de pouvoir être clairs dans notre esprit. Tout ça, ce sont les mêmes gens, mes frères. C'est pour ça que je vous dis, l'histoire à l'Ocodémie, voyez-le comme le même bloc. Si vous ne les voyez pas dans le même bloc, vous n'allez pas très bien comprendre l'histoire. Cette catégorie linguistique est réinterprétée de manière erronée comme faisant référence à l'ethnicité ou à la race. Des écrivains comme les théoriciens français Arthur de Gobineau, 1816-1882, lui, il était particulièrement obnubilé par la race, emploie spécifiquement le terme arien comme catégorie raciale et affirme que les Ariens sont supérieurs aux autres peuples.
Cette utilisation raciale favorise une conception répandue mais fausse de l'existence d'une race aryenne. Plus tard, ce mot aryen a été utilisé par Adolf Hitler, qui a repris les idéologies de ses pères anciens, Gobineau, Carnegie, je sais plus, etc. Il a repris la pensée de ses pères. Et donc, c'est cette pensée de ses pères qui ont fait miroiter cette histoire de la race supérieure. Et je dirais même encore que ses pères, c'est quelqu'un comme Fontanès, puisque Fontanès a repris cette vision de ses pères aussi, Gobineau, etc. Donc, c'est une lignée de pensée pour montrer la supériorité imaginaire, parce que nous sommes réellement dans le monde imaginaire. Je vous avais déjà défini ce que c'est que l'indo-européen, donc c'est une famille de langues. Il faut comprendre que c'est pas réellement une idée de race, puisqu'en fait le locodème, c'est le locodème, qu'il soit hybridé, qu'il soit caucasien, qu'il soit arabe. Ils ont tous en commun cette même colorimétrie. Parce que vous pouvez aller en Israël, vous allez voir quelqu'un qui a la peau du locoderme, la même peau et les mêmes caractéristiques des cheveux que le locoderme. Vous allez partir dans cette terre qu'on appelle Arabie Saoudite, etc. Vous verrez des gens qui ressemblent. Vous allez dire, oh, mais c'est un Européen. Mais en fait, c'est pas un Européen, c'est un Arabe. C'est juste la différence linguistique, mes frères. Ces gens, ils se ressemblent à peu près. Je dirais même qu'ils se ressemblent. Mais il y a une différence linguistique. Il y a par moments des filles typiquement britanniques ou françaises, vous les regardez, vous dites, oh là là, celle-là, c'est sûrement un mélange arabique et autres, alors qu'elle a des souches proprement dites caucasiennes. C'est parce qu'il faut déjà connaître l'histoire d'où provient le caucasien. Pour que vous compreniez qu'en fait, vous avez été tous bernés par cette histoire de ah, en fait, c'est un arabe, c'est un machin, c'est un truc. Mais j'ai besoin, pour mieux repérer l'histoire, moi, j'ai besoin de toujours vous dire que ah, c'est un caucasien, c'est un hybridé, c'est un machin, pour mieux contextualiser la chose et la différencier. Bon, c'est vrai, l'œil bridé, voilà. Mais vous avez aussi vu, si on part par exemple en Europe de l'Est, on verra des caucasiens avec des œils bridés. Donc, la typologie œil bridé n'est pas qu'une typologie de l'œil du locoderme œil bridé, donc ce qu'on appelle vulgairement le jaune. Moi, j'aime pas trop le mot jaune, mais bon, je sais pas trop que dit d'autre. Peut-être mongoloïde, mais mongoloïde, même ce mot, je le trouve bizarre. Donc, dit asiatique, c'est pas totalement vrai parce que malheureusement, les Européens qui pensent qu'ils sont un continent à part ne sont qu'en fait des Asiatiques. Donc, je vais dire œil bridé locoderme, mais on voit très bien que la caractéristique typologique œil bridé de locoderme n'est pas de lui de façon originelle. Et on voit très bien que l'origine œil bridé qui est devenu l'œil bridé de locoderme tire son origine des peuples africains, et donc nous avons des exemples très anciens, les Coaxians et d'autres peuples, même dans mon pays. Nous avons des mélanodermes avec des yeux bridés qui de souches très anciennes, bien avant l'œil bridé locoderme. Et de toute façon, vous savez très bien comment l'œil bridé locoderme a été créé. Donc, nous sommes dans une idéologie bizarroïde qui n'a aucun sens, qui n'a que de sens que la supériorité de la race locoderme. Et c'est là on va conclure le podcast d'aujourd'hui. Le noir doit commencer à véritablement ouvrir son cerveau. Moi, c'est tout ce que je veux. Si on a fini par voir tous ces ensembles de recherches, c'est parce que des frères se sont questionnés après les indépendances, parce que pendant la colonisation, ils n'avaient pas le temps de se poser de telles questions. Ils ont écrit l'histoire du peuple noir avec une objectivité forte, avec des données puissantes. Mais comme ils sont mélanodermes, beaucoup de nos frères n'ont pas donné de la voix, de la visibilité. Moi, ça fait à peine, je ne sais pas si ça fait 1 an et demi que j'ai ouvert ma podcast channel. Et c'est maintenant que j'essaie de plus ou moins commencer à faire ce travail, de réinstaurer leurs travaux, de lire les textes de leurs livres et de vous montrer leur intelligence et leur savoir, même si on est obligé de faire quelques références des textes de chercheurs locodermes.
C'est pour nous dire que nous sommes devenus des paresseux, des chômeurs de l'esprit, des gens qui sont incapables malheureusement de donner du crédit et de la force à ceux qui se sont donné tant de mal. Certains de nos chercheurs africains n'ont pas reçu de subventions. Ils n'ont pas été payés. Certains ont sorti l'argent de leur propre poche. D'autres n'étaient pas à la base des historiens. Parce qu'ils aimaient leur histoire et leur culture, ont fini par écrire et par faire des fouilles archéologiques poussées réelles sur leur propre histoire. Souvent seuls, sans locoderme. D'autres avec des coopérations avec des locodermes aussi. Ils ont dû devenir autre chose en plus de leur propre métier. Et ça leur a permis eux-mêmes de pouvoir payer leurs propres recherches. Et nous n'arrivons même pas à les mettre en honneur. Et lorsqu'on essaie de les mettre en honneur, ils critiquent, des gens critiquent leurs propres travaux, critiquent leurs propres recherches. Déjà, le Codem critique nos propres recherches et encore nos propres frères critiquent nos propres recherches, les propres recherches de leurs propres frères, leurs propres auteurs. Et vous parlez de réveil de l'Afrique, vous parlez de réveil du peuple noir, alors que vous-même vous participez au problème du continent. Mais lorsque c'est un locoderme, en fin de carrière ou par moment en fin de vie, parce que certains, c'est lorsqu'ils ont le cancer et on les dit qu'il reste 1 an, 2 ans de vie, qu'ils se mettent pour expier leur péché, parce que c'est un peu ça, comme ils sont à la fin, malgré tout ce qu'on vous raconte, ils sont quand même dans leur idée de paradis, enfer, Jésus, machin, ils le sont. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à écrire la véritable histoire du peuple africain. Pour qu'à la fin, ils ne meurent pas, comment dire, comme des gens qui ont toujours fait dans la mythomanie. Et ils savent que ce type de livre, souvent, ça ne touche pas le grand public parce que ça raconte pas l'histoire qui est l'histoire que l'on veut présenter à l'univers. Et c'est souvent ce type de récit que les Noirs arrivent à mettre en valeur. Pourtant, pendant tout ce temps, nos propres frères, nos propres sœurs ont écrit notre histoire. Ils ont relaté, retranscrit notre histoire. Mais vous ne les avez pas mis en avant. Un locodème qui va mourir ou qu'on a chassé ou qui est en retraite, c'est lui que vous mettez en avant. Ça montre à quel point il y a un problème. Ça montre à quel point il y a un problème. Est-ce que vous allez continuer à attendre qu'un locodème doit être viré, doit être à la retraite, doit être en fin de vie, doit être en situation post-mortem, je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, pour qu'il puisse écrire notre vraie histoire, pour s'expier de son péché, et donc quand il va le rendre, il va dire voici la vraie histoire des Africains, vous allez dire oh merci papa locodème, maman locodème, parce que malgré ta situation, tu as écrit notre histoire. Vous voyez à quel point vous êtes devenus de bons toutous de l'histoire de l'ocodermie. Vous voyez à quel point vous êtes devenus des attendeurs. C'est-à-dire, vous attendez en fait. Vous attendez patiemment que la leucodermie soit dans une situation, je ne sais même pas comment expliquer, pour que vous commencez à les mettre en avant, alors que nos frères sont là. Certains sont même encore vivants et n'ont jamais eu le même mérite. Jamais. Votre frère qui est en bonne santé, qui est là, qui donne tout son âme et qui n'est même pas épuisé de la chose, vous ne lui donnez pas cette même lumière. Voilà qu'à Lepsus, qu'on a raconté son histoire, à la fin il est parti faire outrage sur la tombe de nos ancêtres. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de méanodermes qui ont apprécié son travail. Il faut comprendre quelque chose à la fin de cette séance, c'est que la leucodermie a un besoin furieux parce qu'il y a de la rage, furieux de montrer la supériorité et à tout prix. Si cette histoire mettra en mal un peuple, il n'y a pas de problème parce que c'est de la notoriété dont il s'agit. Il s'agit du succès, il s'agit d'une mise en place d'une quête de la célébrité, de la visibilité. De toute façon, dans l'ensemble des séances que l'on fait, on ne parle que de ça parce qu'on se rend compte que c'est ça l'objectif et beaucoup de choses. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous remercie et on se verra prochainement, du moins la prochaine fois, pour parler de la suite. Nous parlerons des autres égyptologues qui ont fait la même chose, le même travail que Lepsius, Maspero, etc.
Et nous retirerons aussi la même finalité comme toutes les finalités. Voilà. Donc, du bala.